C'est l'heure de votre émission Le Débrief sur Medi 1. Merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Les discussions sur le déploiement des paramilitaires russes au Mali ravivent des vieux souvenirs pour Bamako qui fut un temps collaborait étroitement avec Moscou. Une situation perçue d'un mauvais œil par la France. La tension ne cesse de grimper autour des négociations en cours entre les autorités maliennes de transition et le groupe privé de sécurité Wagner. Le Mali est-il devenu aujourd'hui un nouvel épicentre d'une guerre d'influence entre la Russie et la France? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Quittant le Mali, cap cette fois-ci du côté du Cameroun et du Nigeria où la secte Boko Haram continue d'étendre ses tentacules. Les groupes également multiplient des attaques terroristes, plusieurs victimes enregistrées dans ces deux pays. Comment faire face aujourd'hui à Boko Haram? Vous en saurez un peu plus en fin d'émission avec mes invités du jour. Tierno Souleymane Diop-Niang, vous êtes spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour Régis, merci de m'inviter. Nous remercions également Abderrahim Omar, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. Je vous en prie, monsieur Régis, merci. Alors, au début des années 1960, qui marque la fin de l'ère coloniale pour la plupart des pays d'Afrique, l'URSS s'engage dans une stratégie d'alliance sur le continent. Le bloc soviétique se trouve alors un parfait allié à la personne du premier président malien Modibo Keïta, socialiste et qui souhaite rompre avec l'influence de la puissance coloniale, l'ancienne puissance coloniale évidemment. 50 ans après, mon cher Diop, pourquoi aujourd'hui ce nouveau rapprochement entre la Russie et le Mali divise? Écoutez, vous avez très bien fait de rappeler un peu l'histoire parce qu'on sait qu'au départ, le Mali est très proche de l'URSS parce qu'on a eu une division entre le Sénégal et le Mali qui étaient ensemble dans une entité politique nommée la Fédération du Mali. À la fin de cette fédération-là, et bien entendu avant, c'est parce que même ce qui a accéléré la scission, c'est-à-dire que Modibo Keïta était crédité très proche du socialisme, donc de l'URSS. On sait qu'à l'époque, l'Afrique était aussi en théâtre d'affrontement idéologique entre le bloc occidental mené par l'Amérique et contre le bloc soviétique mené par l'URSS. Et donc, c'est un peu l'histoire qui se répète, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est d'une autre manière, parce que ce qui est mis en jeu aujourd'hui, c'est la sécurité. C'est la sécurité du Sahel. Et aujourd'hui, le Mali est principalement, ou bien en tout cas l'épicentre de cet affrontement idéologique parce que le Mali est l'épicentre de l'extrémisme violent. C'est malheureusement ce qui se passe. Et donc, on a vu beaucoup d'acteurs se déployer depuis une dizaine d'années au Mali ou plus. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la problématique au Mali est d'abord née de la décennie noire. C'est-à-dire à la fin de la décennie noire qui s'est passée en Algérie, on a commencé à voir des hordes de terroristes descendre vers le Mali. Et après cela, on a vu aussi plus tard beaucoup de combattants revenir de la Libye pour gonfler un peu cela au niveau de l'insécurité au niveau du Mali. Et donc, on a eu pour cela, pour mettre fin à cette recrudescence terroriste ou cette insécurité-là, parce que quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, le Sahel est en angle mort, enlacé par l'insécurité. On a dû faire recours à des forces. Et ces forces-là, pour la plupart, étaient étrangères. C'est pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs au Mali. On a d'abord, si vous voulez, depuis 2013, avec l'intervention de la France qui, par l'opération Serval, a mis un frein à la progression des autres terroristes qui allaient vers Bamako et peut-être même vers Dakar, on ne sait pas. Après, la France a remplacé cette opération par Barkhane et s'est installée au Mali. La force Barkhane est encore là jusqu'aujourd'hui, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles, parce qu'officiellement, même si la France dit qu'elle veut se retirer en 2002, mais elle propose une force qui s'appelle Bakuba, je pense, avec les alliés européens. Donc je parlais de la France. À côté de la France, il y a la MINUSMA qui a un mandat de l'ONU. Il y a aussi le G5 Sahel qui est une entité de sécurité créée par 5 pays. Sans le Sénégal malheureusement, et on a aussi bien entendu à côté d'autres pays comme l'Amérique qui est présente dans la région avec la force Africom. C'est pour dire que le Mali, c'est un épicentre, mais c'est en même temps un pandémonium qu'on ne comprend pas très bien, qu'il faut démêler. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la Russie qui chaque fois, la plupart du temps, était un peu distante, c'est-à-dire que depuis que l'URSS a quitté l'Afrique,
on a vu une certaine distance idéologique déjà, parce que, quoi qu'on puisse dire, la plupart des pays africains ont un peu basculé vers le bloc occidental, eu égard aux relations antérieures, coloniales, avec la France ou avec l'Angleterre. Et en parlant de la France, justement, mon cher Tierno, vous avez évoqué évidemment cette présence française sur le sol malien. Mon cher Abderrahim, la ministre française des Armées, Florence Parly, a jugé qu'un accord entre le Mali et la Russie serait extrêmement préoccupant et contradictoire. Pourquoi cette inquiétude à l'Élysée, mon cher Omar ? Mais cette question me ramène à poser le débat plus sous l'angle géopolitique, mais également sous l'angle purement géostratégique sur le volet international. Il est à questionner peut-être le comportement de la France, qui est celui de dire est-ce que la France serait hostile à avoir une coépouse ou à avoir un rival. Je l'ai dit sous le sens plutôt ironique du terme. Et puis pourquoi ? Parce que, écoutez, sous l'angle purement géopolitique et sur le volet international, théoriquement parlant, il y a l'approche de la bipolarité, mais il y a également l'approche théorique de la vision des relations diplomatiques internationales entre les États africains ou entre les puissances internationales. Ceci étant dit, pour beaucoup de tenants doctrinaux à l'image de Thomas Hobbes, ou bien ceux qui sont beaucoup plus réalistes et fermes comme Raymond Aron, qui pensent qu'attention, les relations qui lient sous le volet international les États, ce sont que les relations d'intérêt d'un État et un autre. Comme on dit, c'est l'intérêt qui guide la pensée et la politique. Maintenant, Madame la ministre pense, et sur son allocution, si vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention, vous verrez qu'elle dit que si la France est toujours présente au Mali, c'est parce que le Mali a sollicité sa présence. Mais écoutez, qu'on accepte également que le Mali puisse solliciter également l'aide de la Russie pour pouvoir combattre cela. Si le combat commun est l'abolition du terrorisme, le terrorisme qui est pris, si vous voulez, sous l'échiquier international comme un fléau, à cause des conséquences énormes en termes de pertes humaines, mais en quoi est-ce que le concours de la Russie pour pouvoir éradiquer ce fléau commun pourrait être, ou bien pourrait causer un problème? Est-ce à dire autrement que la France serait hostile à l'éradication du terrorisme sur le territoire malien? Il faut poser ces questions. Oui, parce qu'il y a une partie du Mali qui est vide et qui a besoin d'être, on va dire, sécurisée. Et je pense que le Mali est dans cette optique-là, en sollicitant évidemment l'aide de la Russie. Plus loin encore, monsieur Régis, il faut se dire une chose. Aujourd'hui, la France a atteint son apogée sur le volet international. La diplomatie française a atteint son seuil de déclin avec efficacité. Pourquoi je l'ai dit? Écoutez, il ne s'agit pas tout simplement de voir le rôle que la France a joué autrefois dans l'histoire africaine. La France, aujourd'hui, est nostalgique de la France de De Gaulle, est nostalgique de la France impérialiste. L'idéologie de la France de l'autre fois qui consistait à prendre ou à traiter les Africains ou ses ex-colonies comme étant ses filles a atteint son apogée parce que l'Afrique aujourd'hui est plus réactive et proactive. L'Afrique est appelée et convoquée par rapport à son destin et les Africains ont compris qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin en termes de France-Afrique, ce n'est pas la France-Afrique ou bien la France-Afrique, néologiquement parlant en un seul mot, qui consistait à dire qu'il faut avoir une mainmise ou une domination sur le continent africain, mais plus loin, c'est d'aller vers un accord de partenariat économique. Parce que justement, ce qui préoccupe aujourd'hui les pays africains, ce ne sont pas les rapports idéologiques en termes de la conception conventionnelle de mode ou de régime politique. Non, ce qui est appelé aujourd'hui, c'est de dire quel est l'impact réel de ces chefs d'État par rapport au développement économique, quel est l'impact par rapport à la sécurité, car ce sont les défis de l'ère contemporaine des États aujourd'hui. Évidemment, l'inquiétude, elle est là, très bien soulignée par notre ami Abdelrahim, en ce qui concerne évidemment l'inquiétude de l'Élysée. Mais que sait-on concrètement, mon cher Diop, sur ce groupe de sécurité privée russe, Wagner? Écoutez, je pense que ce qui se susurre, ce qui se dit officiellement, c'est que le groupe Wagner n'existe pas, n'a pas d'identité juridique en fait sur le plan international. Mais on dit que cette entité est rattachée au ministère de la Défense russe. Mais historiquement, on sait que ce groupe-là a été amené à intervenir sur des théâtres d'opération. D'abord en Syrie, récemment, parce qu'on sait que la Russie est un allié de Bachar el-Assad. Et que voilà, Vladimir Poutine a fait des pieds et des mains pour maintenir cet homme au pouvoir. Au-delà de la Russie, en Afrique de manière plus proche, ce groupe est intervenu aux côtés du maréchal Haftar en Libye. Ce groupe aussi est intervenu en Centrafrique pour sauvegarder ou garder le pouvoir de Touadéra. Aujourd'hui, on dit que voilà, le groupe Wagner vient au Mali. Je pense que
L'autre chose qui est intéressante dans ça, c'est que si jamais le groupe Wagner est une continuité sécuritaire ou géostratégique de la Russie, il n'y aura pas de responsabilité de la Russie au niveau international parce que il n'y a aucun lien, justement, avec la Russie. Entre la Russie. Ouais. Je pense que donc c'est une arme subtile, une arme fantôme que la Russie déploie sur des théâtres d'opération, non seulement pour exister de manière sécuritaire, pour ensuite exister de manière économique, parce que quoi qu'on puisse dire, la Russie est en train de revenir sur le plan international, de rejouer un rôle, peut-être pas le rôle que jouait l'Union soviétique autant, parce qu'on était dans une situation de bipolarité. Ouais. Il y avait l'Amérique et la Russie. Aujourd'hui, on est dans un monde multipolaire avec beaucoup d'acteurs, et la Chine qui va être la tête de pont de ce monde dans quelques années. Mais la Russie est en train de revenir sur la scène internationale. Et par rapport à ça, je vais rester avec l'exemple de notre ami Abdelrahim qui parlait de coépouse. Est-ce qu'aujourd'hui, une cohabitation entre la France et la Russie est possible aujourd'hui au Mali? Écoutez, moi je pense que, je vais pas utiliser le terme coépouse, mais je pense que l'Afrique, en tout cas, de manière générale, a le droit de traiter avec qui elle veut. Je pense que si réellement la France est animée par une volonté de collaborer avec le continent africain et principalement le Mali pour exterminer, je pèse bien mes mots, le terrorisme ou l'extrémisme au Sahel, la France ne doit pas avoir peur que d'autres groupes viennent. Maintenant, l'inquiétude c'est que quel est le statut du groupe Wagner? Oui, est-ce que le groupe Wagner a le droit d'agir ou bien d'exister aux côtés d'États? Ça aussi, il faut qu'on se pose cette question du point de vue du droit international. Peut-être c'est l'une des questions. Ensuite, on prête à ce groupe des exactions pas très reluisantes partout dans... Exactement. Ouais. C'est ça. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, mais moi je comprends un peu aujourd'hui la junte au Mali. C'est une manière de dire à la France que les choses changent. En fait, le Mali n'est plus le précaré français, que nous avons aujourd'hui le droit de diversifier l'offre sécuritaire et d'aller solliciter des soutiens ailleurs. Mais comme je le disais, malheureusement, dans le moyen terme ou dans le court terme, l'armée malienne n'a pas les moyens de sa politique sécuritaire parce qu'elle n'a pas les moyens de faire un maillage territorial. Mais je veux dire à moyen et long terme. La sécurité du Mali, la sécurité du Sahel doit incomber aux États qui sont aux États sahéliens, mais au-delà, à une force régionale. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Revenons un petit peu, mon cher Abdelrahim, sur cette force de sécurité russe. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, cette guerre d'influence entre la France et la Russie, est-ce que la résultante de tout ça, de cette guerre d'influence, c'est la lutte contre le terrorisme? Non, écoutez, permettez-moi de le dire que le terrorisme est perçu par certaines idéologies propagant, si vous voulez, les idéologies, la diplomatie nord-sud comme étant un prétexte d'ingérence géopolitique dans le territoire africain. Pourquoi on le dit? Parce que il a toujours été question, si en France par exemple, ce n'est pas le maillon de la démocratie qui est remise en cause pour pouvoir s'ingérer dans un autre État, c'est l'aspect de l'État des droits qu'il faut chercher à imposer dans un État qui ne respecte pas les principes des droits de l'homme, des droits de... Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui on parle du terrorisme en tant que tel. Mais maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur les spécificités. Je vais juste revenir sur ce qu'il a dit. Ce qui est très important, c'est de montrer pourquoi est-ce que la France est hostile, par exemple, à la présence des forces, puis des autres puissances, par exemple, étrangères. Vous savez, cette force Wagner qui a eu exactement intervenir en RCA a apporté des dividendes ponctuels. Regardez, on a questionné Faustin Archange Touadéra en lui disant quel était l'impact réel de l'intervention de ce groupe. On lui a dit qu'avant que le groupe n'intervienne, il n'avait pas la possession ou bien il n'avait pas la capacité de régir tout le territoire, parce que le territoire national lui échappait à 86%. Mais quand vous êtes un État, il n'était qu'un État symbolique, alors que 86% de ces États étaient sous le joug de qui? De la France. Voilà ce qu'il faut dire. Lorsque le Mali, parce que le Mali est venu encore avec son aspect ou son esprit plus de révolution. Voilà ce qu'il faut dire, premièrement. Deuxièmement, pourquoi aujourd'hui, sans vergogne, on est capable de dire avec fermeté le Premier ministre qui dit « Madame, le Mali n'a pas la possibilité ou n'est pas enclin à pouvoir recevoir des ordres d'une autre puissance étrangère. Autrefois, on n'avait pas cette possibilité. On le Mali, évidemment, a montré cette fermeté. Pourquoi le Mali a eu à intervenir? C'est parce que quelque part, la France a montré ses déclins sur l'ensemble des continents. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, la première fois, la France a commencé à perdre l'Afrique
depuis son intervention aux côtés de la question libyenne, premièrement. Deuxièmement, ça s'est rajouté, sa pertinence ou son impertinence, si vous voulez, dans le cadre de la lutte au Sahel. Le G5 Sahel a montré sa limite, l'opération Barkhane. Qu'est-ce que la France a dit? La France, en principe, a prévu qu'à la fin de décembre 2020, en principe 2021, les troupes françaises allaient pouvoir se retirer en essayant de réduire de 2500 personnels parmi les 5000 personnes déployées et d'aller des 4 bases par rapport à cette base. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit même qu'ils allaient changer les bases intérieures au Mali pour aller jalonner vers le Niger. C'est ce qui a amené les tenants de la bipolarité pour dire attention, le choix du Niger n'était pas un choix stratégique qui repose pour la France. Non, loin de là. C'est parce que le Niger est le bastion même diplomatique des États-Unis d'Amérique. Et quelque part, en termes d'alliance, ce ne serait plus la France qui essaierait d'avoir la même mise sur l'Afrique, mais plutôt ce sont les États-Unis et la Russie qui essayent de faire un retour pour parler d'une guerre froide qui ne dit pas proprement son nom. Oui, exactement. Je veux revenir sur ce côté très ferme, cette position ferme du Mali sur le discours de la ministre des Armées. Alors, mon cher Diop, le Mali a le droit de collaborer avec qui il veut. Ce sont là les propos du Premier ministre malien Kogel Maïga. La souveraineté nationale, premier enjeu de ce Mali qui visiblement tourne le dos à la France. Mais écoutez, je pense que en droit international, tous les États sont égaux. Qu'on soit le Mali ou qu'on soit, le Sénégal, qu'on soit le Soudan, etc., l'Amérique, les États sont égaux. Et je pense que la vie publique d'un État dépend des tenants du pouvoir. Et aujourd'hui, c'est comme je disais, de la même manière qu'on n'a pas octroyé un blanc-seing à cette junte-là pour s'éterniser au pouvoir, en même temps, on leur demande de reconstituer l'ossature de la République au Mali. Et si reconstituer cette ossature amène à varier les alliés ou bien à solliciter des soutiens pour restaurer cette République du Mali, c'est une très bonne chose. Et je pense que c'est pourquoi c'est important de dire à la France aujourd'hui, écoutez, la donne, elle a complètement changé. On est plus de 60 ans après les indépendances, on est même 30 ans après ou 35 ans après la conférence de la Baule où Mitterrand exhortait les pays africains à aller vers la démocratie. D'accord, on a compris les injonctions, vous l'avez très bien dit, mais même votre présence aujourd'hui dans le Sahel n'a pas réussi à freiner l'expansion du pays. Ouais, c'est un peu le bilan, on va dire, noir de cette intervention-là. Et maintenant, on sait qu'aujourd'hui, que ce n'est pas uniquement l'étau militaire qui va réussir à être un frein contre le terrorisme, que les stratégies à mener pour venir à bout du cancer extrémiste au Sahel, mais sont multiples. C'est l'économie, c'est les communautés, c'est travailler avec les communautés, mais c'est surtout donner une écoute attentive à cette jeunesse-là qui constitue la parce qu'ils sont beaucoup recrutés également dans ces groupes rebelles. Absolument, c'est pourquoi la stratégie elle est multiforme. Il faut maintenant, comme je le disais, si aujourd'hui la stratégie de la France ou l'appui de la France, c'est de collaborer avec les forces armées maliennes et les forces armées du Sahel pour qu'à moyen et long terme, qu'il y ait un transfert de technologie, de compétences vers les forces sahéliennes, on prend. Parce que quoi qu'on puisse dire, le Sahel ou l'Afrique a besoin d'un partenaire stratégique. C'est important. Maintenant, la continuité même de la sécurité au Sahel en Afrique n'incombe pas aux armées étrangères, mais aux Africains. Ça, c'est très important. Donc, il ne faudra pas uniquement se limiter à un discours. Maintenant, il faut que nos dirigeants, et principalement au Mali, si le Premier ministre le dit qu'il y a une voie autorisée, mais c'est que tout le gouvernement malien, cette junte-là qui est aujourd'hui au pouvoir, doit faire en sorte que la feuille de route qui leur a été attribuée par surtout le peuple malien, mais soit respectée. Donc ils sont dans ce besoin de prolongation évidemment de cette transition. Exactement, ça c'est la virgule qu'on va... On va y revenir mon cher Diop. Abdelrahim, au vu de tout ce qui se passe évidemment au Mali en ce moment, ce rapprochement qui fait polémique entre la Russie et le Mali, est-ce que la géopolitique est en train de prendre une autre tournure sur le continent aujourd'hui? La géopolitique a au moins cette fois-ci si vous voulez, à se maintenir globalement. Vous savez, j'étais en train de démontrer en quoi est-ce que le déclin de la France sur la scène internationale a eu à avoir des répercussions par rapport à ses rapports avec le continent. C'était également, parce que je devrais mentionner deux faits qui sont beaucoup plus importants, c'était de dire que la France avait perdu la semaine dernière juste un contrat avec l'Australie, le contrat de 56 milliards d'euros qui lui a posé un très grand problème parce que la France avait signé ce contrat
en 2014. Ce contrat a été validé en 2016. Et pendant que la France était enclin à pouvoir revenir gérer ses relations avec le Mali, de l'autre côté, le Royaume-Uni a essayé de signer ce contrat avec l'Australie. À un moment donné, c'est ce qui a changé complètement sur la donne. Et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, la France a atteint son apogée, premièrement. Deuxièmement, la perte du contrat avec le groupe Peugeot, mais au détriment de l'Iran, un groupe qui vous permettait de pouvoir avoir jusqu'à 900 000, si vous voulez, véhicules construits en une seule année. Mais écoutez, ce sont des chiffres d'affaires qui ont des impacts très propices dans le développement économique de la France. Et les Français, selon un sondage, les 65% des Français aujourd'hui sont convaincus que la France, quelque part, a atteint son déclin du point de vue diplomatique, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on est un État comme la France, nous sommes enclins sur le plan international à avoir défendre deux intérêts. Le premier intérêt, c'est l'intérêt du pays en tant qu'entité. La France doit défendre l'intérêt de la France et des Français de manière générale dans le cadre de ses rapports internationaux et ses partenariats internationaux. Mais également, la France a une deuxième suggestion. Cette suggestion est celle de pouvoir garantir les intérêts des banques ou des institutions. Et ces institutions bancaires ont des intérêts personnels qui dépassent même l'intérêt de l'État français par rapport à ces rapports. C'est pourquoi on voit aujourd'hui les institutions financières, économiques, aujourd'hui prenez au Sénégal, en France, en Congo, au niveau du Congo, au niveau de Mauritanie. Vous allez voir que toutes les fois où les institutions financières ou bien les entreprises ou les firmes françaises y sont, la France ne défend pas. Par rapport à ces rapports, je le dis encore, ne défend pas l'intérêt de la France en tant qu'entité, mais la France défend les intérêts de ses institutions financières. Qu'est-ce que ça nous ramène? Ça nous ramène à parler de la conception même du capitalisme proprement parlant. Exactement. Oui. Le capitalisme est perçu selon les théoriciens de deux manières. Soit un capitalisme libéral, ou le capitalisme dirigé. C'est ce qui est très important. Le capitalisme libéral, c'est le capitalisme qui est prorogé aujourd'hui par la Russie ou bien par la Chine. C'est-à-dire, c'est une idéologie qui consiste à faire quoi? Qui consiste à mettre en exergue les lois, si vous voulez, de la finance et des entreprises. C'est-à-dire que lorsqu'un État désigne de pouvoir signer un partenariat avec un tel autre État, il faut mettre en exergue en quoi est-ce que ceci pourrait avoir des dividendes économiques pour l'État signataire en tant qu'entité et pour également l'État qui demande la même mise. Et c'est pourquoi j'avais dit autrefois également que ceci était la conception du partenariat gagnant-gagnant entre États développés et États qui n'est pas développé. Est-ce que le Mali est dans cette conception-là? Mais oui, bien sûr, monsieur Régis. Le Mali est dans cette perspective. Dans cette perspective de partenariat gagnant-gagnant qui doit avoir d'impact aussi bien positivement pour la nation, mais également pour la Russie. Ça, c'est la première des choses. Sur le plan sécuritaire, on le voit, cette force de sécurité, elle est là. Mais sur un plan, comme vous l'avez dit, s'il fallait rester sur le plan économique, par exemple, quel serait l'apport justement de la Russie sur l'économie malienne, par exemple? Cet apport doit être un apport à long terme. On avait assisté à une conférence entre la Russie et les États africains. D'aucuns se disent que ceci serait juste la réalisation ou la confirmation de l'engagement de la Russie par rapport à l'Afrique. Mais la Russie ne demande pas, parce que c'est très important, monsieur Régis. La Russie n'est pas comme la France qui utilise le capitalisme dirigé. C'est-à-dire, au nom d'un précepte économique, au nom de l'aide pour le développement, il faut avoir une mainmise idéologique. Non, la Russie essaie d'apporter une assistance qui peut avoir, peut-être du point de vue, je ne dis pas que ça ne permet pas d'asseoir une quelconque puissance sur le volet international, mais je dis tout simplement que ceci n'est pas sous l'ordre de l'idéologie. Parce que nos idéologies ne sont pas parallèles, tant du point de vue conventionnel, mais tant également de l'approche de développement. En parlant d'approche de développement, vous voulez rebondir sur un point bien précis? En parlant d'approche justement de stratégie et tout ce qui va avec, alors vous l'avez également souligné, mon cher Abdelrahim, le 23 octobre, Souleymane, en 2019, plus d'une quarantaine de chefs d'État africains s'étaient réunis à Sochi lors du sommet Russie-Afrique. À quoi doit-on s'attendre demain sur le continent en ce qui concerne évidemment la Russie? Est-ce que cette puissance-là, comme l'a souligné mon cher Abdelrahim, viendra justement avec une politique très différente de ce que proposent d'autres puissances étrangères sur le continent? Écoutez, l'Afrique est la nouvelle Mecque économique. C'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, heureusement la narration, mais parfois fétichiste, qui viennent des officines étrangères. Ce continent qui était quelques années auparavant voué aux gémonies, ce continent qui était vu il y a 2 ans encore,
avec l'avènement du coronavirus, on nous a dit qu'on comptait des millions et des millions de morts. Oui. Il y avait une diplomatie de sanglots qui narrait ce continent. Dieu merci, on n'en est pas là. Même à un moment, c'est nous qui étions inquiets pour eux, parce que ça bardait de l'autre côté. Oui. Alors, fondamentalement, je le disais tout à l'heure, les États vont se déployer parce qu'ils ont des intérêts. Aujourd'hui, on est dans une sorte de géoéconomie, la géostratégie et l'économie. Bien entendu, quand les États les puissances déploient leurs armées, mais derrière aussi, ils déploient leurs entreprises. Parce qu'ils vont chercher des marchés. Oui, mais est-ce que donc faut s'attendre à voir des entreprises russes débarquer au Mali? Mais les entreprises russes sont déjà ici. Oui. Ils sont déjà en Guinée, n'est-ce pas? Ils exploitent la bauxite. Les entreprises russes sont en Centrafrique. C'est pourquoi je mets un peu un bémol en fait. Moi, je ne crois pas que la Russie ait une générosité désintéressée. Ça n'existe pas sur le plan international. Les États se déploient parce qu'ils ont des intérêts, parce que derrière ils assurent une survie. C'est le cas de la Chine. Je vous donne un exemple très simple. Allez-y, en quelques minutes, parce que nous arrivons au terme de cette première partie. Depuis 1955, jamais la Chine n'est intervenue sur un débat intérieur. Pourtant, la Chine l'a fait lorsque Alpha Condé a été déposé. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères chinois a demandé que la légalité constitutionnelle soit restituée. Mais c'est un précédent extrêmement dangereux ou grave, parce que derrière, la Chine a des intérêts en Guinée. Donc, la Russie aujourd'hui montre une patte blanche, nous montre l'impression qu'elle veut cheminer avec les États africains pour leur développement. Mais ne soyons pas naïfs. Et en parlant de ça, on marque une courte pause, les amis. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. De retour dans votre émission Le Débrief sur Média TV pour la deuxième et dernière partie. Nous allons tout de suite nous intéresser à Boko Haram, le Cameroun et le Nigeria. En dépit, évidemment, mon cher Abdelrahim, de la mise en place en 2005 d'une alliance antiterroriste avec le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun sont toujours frappés par des attaques terroristes revendiquées par la secte Boko Haram. Elle se situe où les faiblesses de cette alliance, de cette coalition ? Bien, Monsieur Régis, permettez-moi d'abord de parler du terrorisme en tant que tel. Allez-y. Comment le terrorisme est perçu aujourd'hui en Afrique? J'aimerais dire que le terrorisme en tant qu'une idéologie, et surtout le Boko Haram, a connu différentes phases dans le cadre de sa construction. Autrefois, le terrorisme était tout simplement une réponse de vendetta. Quand on essaie de voir comment est-ce que le terrorisme, le Boko Haram, s'est implanté aujourd'hui au Nigeria, il ne fait l'ombre de doute pour personne que déjà dans les années 2000, tout a commencé en 2002 avec avec Mohamed Youssouf, c'est lui qui a essayé de mettre en place ce groupe qui n'était au départ qu'un groupe de résistance. À un moment donné, c'est de dire, et c'est ce qui m'a amené à me poser certaines questions, de dire en quoi est-ce que Boko Haram ne serait d'abord ce qu'on appelle une insurrection plus religieuse qu'une insurrection politique d'une part. D'autre part, c'est de voir en quoi est-ce que Boko Haram pourrait être appelé à avoir une influence ou une protestation sociale pour dénigrer, si vous voulez, ou bien pour contester une politique qui était beaucoup plus démocratique, occidentale, qui ne prenait pas en considération. Et ceci m'a ramené de voir le contexte dans lequel le Nigeria était au début de ces années. Le Nigeria est un État fédéral. Étant un État fédéral, je crois que la bipolarité ou bien le caractère binaire entre le nord musulman et le sud sudiste chrétien a amené une opposition idéologique. Une opposition sur laquelle, figurez-vous, à l'époque où, si vous voulez, en 2014, on parle d'une première puissance économique africaine, du Nigeria, le PIB est très faible. Ce PIB est dû à une inégalité de la répartition des ressources économiques. Qu'est-ce qui a amené quoi? Dans un sondage, on a remarqué que 12 États du nord du Mali étaient les États les plus pauvres. C'est ce qui a amené des personnes comme Mohamed Youssouf à se dire, mais écoutez, s'il y a une corporation, s'il y a une entité, et cette entité fédérale est discriminatoire, en son sein, il y a des corps formés de mouvements de résistance. C'était là, je dis bien, le but de Boko Haram en 2002. C'était plus une revendication, si vous voulez, sociale ou une protestation sociale. Plus tard, tout a commencé en 2009. En 2009, c'était encore une fois une question de vendetta. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelait Ali Mbodou Chérif qui était alors soutenu lors de sa candidature par le groupe Boko Haram qui a financé sa campagne. Le financement de sa campagne était de pouvoir permettre à ce groupe Boko Haram de pouvoir imposer un calife de charia.
C'est ce qui a amené maintenant la mise en place d'une idéologie qui devrait être mise en place afin de permettre aux Nigériens, en tant que citoyens, de pouvoir avoir une place ou bien de pouvoir avoir les retombées économiques de leur pays. Celui-ci, très justement après son élection, n'a pas tenu à sa parole. Mais il a pu, encore en 2007, il a pu braquer un second mandat. Sauf que cette fois-ci, lors de sa deuxième élection, il n'était pas soutenu par Boko Haram. Boko Haram a apporté son soutien à un certain Ibrahim. Mais comment expliquer, mon cher? C'est vrai que l'historique en elle-même, elle est très intéressante, mais comment expliquer aujourd'hui justement ce groupe, au début, vous l'avez souligné, qui était là juste pour revendiquer, se retrouve dans une situation où on a l'impression qu'aujourd'hui, elle est là pour terroriser? C'est justement là, voilà pourquoi l'intérêt de questionner, j'y arrivais, l'intérêt de questionner son historicité. Très vite, je disais, en juillet 2009, alors il y avait eu ce problème, si vous voulez, de vengeance de Ali Mbodou Chérif qui a vu ses anciens alliés soutenir une autre personne. Alors, son engouement était de pouvoir faire disparaître ce groupe de résistance qui était Boko Haram. Boko Haram, et c'est pourquoi il s'est pris à 16 membres de Boko Haram. Aussitôt, on a vu la déclaration en juillet de l'ancien leader de Boko Haram qui a juré publiquement de pouvoir venger ses fidèles. C'était à cette époque que les insurrections ont commencé depuis juillet 2009 des combats terroristes en terroristes, des terroristes en terroristes pour pouvoir gagner cette fois-ci des territoires. C'était à ce moment que c'était devenu une guerre idéologique au-delà d'être une guerre de protestation sociale. C'est le cas au Cameroun aujourd'hui, Souleymane, au vu, est-ce que Boko Haram, parce que le Cameroun devient une cible, j'ai envie de dire par excellence de Boko Haram, les attaques terroristes se multiplient au Cameroun et au Nigeria avec des enlèvements revendiqués justement par ce groupe Boko Haram. Pourquoi le Cameroun? Qu'est-ce qu'aujourd'hui Boko Haram reproche à ce pays? Est-ce qu'on est toujours comme il a dit, dans une guerre d'idéologie ou bien on est dans un autre processus? Écoutez, je pense qu'il faut peut-être replacer le contexte dans un continent plus large. C'est au-delà du Nigeria, c'est même au-delà du Cameroun. Boko Haram a un dessein très clair, c'est-à-dire d'instaurer un califat dans l'Ouest africain. C'est-à-dire, c'est déclarer, et c'est là le malheur. Et il faut lutter contre cela. Malheureusement, on vit aujourd'hui une instabilité ou bien une insécurité due au terrorisme au Sahel, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, l'épicentre se déplace sur 3 frontières. Le Mali déjà est terrorisé, mais le golfe de Guinée est en train de céder. On va vers le Niger, on va vers le Burkina Faso. Et donc, si cette progression du terrorisme sahélien va rejoindre le terrorisme de Boko Haram, mais on est dans une grande zone qui sera enlacée par l'insécurité et par le terrorisme. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là exactement qu'il faut apporter des solutions. Et comme je le disais tout à l'heure, ces solutions sont multiples. Ils sont idéologiques, ils sont politiques, ils sont économiques, ils sont communautaires. Très social aussi. Ils sont sociaux. Il faut peut-être comprendre les revendications à la base. Si les revendications à la base sont dues à une certaine insurrection politique ou bien du fait de réparer des injustices sociales, il faut en ce moment que l'État soit restitué dans tous ces pays-là, au Mali, au Nigeria, comme le Cameroun. La situation politique au Cameroun aujourd'hui, elle est instable ou elle est même statique. On a un président de la République qui s'est installé au pouvoir pendant une 40aine d'années qui ne veut pas bouger. Donc le président de la République est devenu un homme orchestre au Cameroun, c'est-à-dire que ça ne passe pas. Bien entendu, au Nigeria, qui est une armée très forte, une très grande économie, l'une des premières en Afrique, etc., le Nigeria peut aider aujourd'hui, non seulement à insuffler une dynamique contre Boko Haram, mais surtout l'Ouest africain. Ça, c'est très important. Je pense que l'approche doit être une approche de synergie. Oui. C'est-à-dire que c'est ensemble. Et surtout sous l'égide de la CEDEAO. C'est très important. C'est pourquoi la CEDEAO ne devrait juste pas se limiter à agir dans des instants d'élection ou d'après-élection, mais que cette sécurité-là, qui est en vœu pieux, se réalise. Une armée de la CEDEAO très forte, très dynamique, menée par le Nigeria, par des pays comme le Sénégal, etc., et tous les autres pays, peut venir à bout de ces menaces-là. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité, elle est globale. Elle n'est pas juste due au terrorisme, c'est aussi au banditisme, à la criminalité, au trafic de drogue. Tout cela, et surtout, malheureusement, l'autre pendant, c'est qu'on a une démographie jeune, en majorité jeune. Une démographie qui continue à grandir. Cette jeunesse-là, dont l'âge médian est entre 18 et 35,
mais elle a des aspirations, elle a des vœux, elle a des rêves. Mais malheureusement, elle voit un horizon assombri. Mais si cet horizon ne se dégage pas, elle continuera à être une proie vulnérable. Oui, parce que en général, ce sont ces jeunes-là qui renforcent justement ces groupes rebelles. Ouais. Mon cher Abdelrahim, c'est vrai qu'on souligne aujourd'hui un petit peu ce côté un peu, parce que c'est devenu un groupe terroriste, ça il faut le dire, Boko Haram. Est-ce qu'aujourd'hui ces pays, le Cameroun et le Nigeria, ont les moyens? C'est vrai que Diop a donné un peu quelques solutions, quelques pistes, mais est-ce que, je veux dire, concrètement, est-ce que le Cameroun a les moyens de sa politique pour faire face à Boko Haram? Bon, alors, je ne saurais parler du terrorisme au Cameroun sans dire pourquoi est-ce que le groupe terroriste, par exemple, s'est adhéré au Cameroun. Pourquoi on a ciblé le Cameroun? Il faut dire également que le Nigeria et le Cameroun partagent également les mêmes frontières. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'insurrection qui avait débuté au préalable, quand vous allez voir, c'était d'abord une insurrection qui était insignifiante. Premièrement, la première insurrection de Boko Haram, c'était de quoi? Ils étaient venus juste pour voler les bétails pour y rentrer. C'était la première fois où le gouvernement, c'était en 2014, et le gouvernement camerounais s'était rendu compte que quelque part, attention, il y a les richesses économiques de ce pays qui sont prises par un groupe qui n'était pas encore identifié. Aussitôt, on a essayé de redéployer des forces. Mais ce redéploiement est intervenu plus tard, après qu'on ait eu à enlever un couple français. C'était à ce moment, c'était les deux éléments cumulatifs qui ont permis au gouvernement camerounais d'être éveillé par rapport à la situation de la porosité de cette frontière. Et c'est pourquoi il est important de dire que l'un des problèmes fondamentaux, on comprendra à ce niveau, était le problème de cette porosité des frontières. Aujourd'hui, si vous me demandez de parler des solutions, ces solutions, je vais peut-être mentionner plus les solutions qui sont déjà en place. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit du côté du Cameroun ou du côté du Nigeria, ils ont mis en place une force qui est en quelque sorte, si vous voulez, une force de surveillance et de veille, qui est juste à la frontière nord-est entre le Nigeria et le Cameroun. Sauf qu'il y a une nuance, il y a un problème. Non, il y a un problème. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, elle ne marche pas, parce que les attaques sont toujours là, en fait. Le Cameroun est toujours ciblé. Oui, il y a une ligne que j'aimerais, parce que ce n'est pas une force mixte. C'est une force nigériane qui se trouve à sa frontière et une force camerounaise qui se trouve également à sa frontière. Sur le volet du droit international, la force du Nigeria ne peut pas s'immiscer dans le territoire camerounais sans un accord. La force camerounaise ne peut pas également s'ingérer dans le territoire nigérien sans un accord. Et le terrorisme s'éparpille. Alors c'est compte tenu de cela que même si je vous dis, c'est là où le bas blesse peut-être, même si la force nigériane constate qu'il y a un mouvement des terroristes, la force nigérienne n'a pas la politique ou la capacité de pouvoir engagé parce que ça serait une agression dans un autre territoire. C'est pourquoi l'idéal n'est pas simplement de dire que chaque État doit avoir les moyens de sa politique, mais de se dire que nous avons un problème commun. Par exemple, surtout la question de la porosité des frontières. Moi, j'ai dit, c'est un premier pan de pouvoir mettre en place déjà des bases arrières dans chaque frontière. C'est une très bonne chose, mais il aurait été beaucoup plus judicieux parce que ce vide juridique sur le volet international ne permet pas. Et sur ce plan de la porosité des frontières, on a l'impression qu'évidemment le Cameroun n'a pas anticipé, mais quand on le dit, à partir du moment où il y a urgence, c'est déjà quelque part un peu trop tard. Donc le Cameroun n'était pas dans cette optique évidemment de peut-être renforcer un peu ses frontières. On va revenir justement sur le Cameroun, mon cher Diop. Est-ce que ce qui se passe au Cameroun actuellement, parce que n'oublions pas, le Cameroun est toujours intérieurement marqué par cette crise entre la partie anglophone et francophone. Est-ce que cette crise aussi vient un petit peu renforcer l'expansion de Boko Haram au Cameroun? Mais écoutez, je veux juste revenir rapidement sur votre question tout à l'heure. Pour moi, le principal allié des États, vous savez c'est quoi? C'est le temps. C'est-à-dire que l'État, en principe, est là pour durer. Les hommes et les régimes peuvent passer, mais l'État dure. Et les États, aujourd'hui, doivent avoir les capacités de se déployer dans un temps long. Et c'est là que c'est important, la collaboration sur base du droit international entre les États, qu'ils soient nigérians ou camerounais. Parce que ces groupes terroristes-là, quoi qu'on puisse dire, vont être démantelés, vont disparaître. On a eu tellement de guérillas, de contrebande, etc. dans différents pays, dans d'autres pays, et ils disparaissent un jour ou l'autre, et l'État est là. Ça, c'est très important. Et donc, c'est dans l'État que doivent prendre part les élans.
les solutions pour aller barrer toutes ces progressions ou en tout cas tous ces... L'autre chose que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, bien entendu, le terrorisme se nourrit des divisions, le terrorisme se nourrit des dissensions. On l'a vu par exemple au Mali, quand il y a eu un affrontement entre groupes Dogon et Peul, mais ça a attisé beaucoup de tensions. Ouais. Parce que Dogon disent que le terrorisme est irrigué par les communautés Peul au Mali, qui sont des communautés dites musulmanes, contre les communautés Dogon qui sont dites animistes. Alors que, bon, d'autres disent aussi que ça a été tout simplement juste un simulacre pour attiser une guerre civile. C'est pourquoi je dis que ça soit des divisions au Mali comme au Nigeria ou même en Côte d'Ivoire, etc. Parce qu'on se rappelle il y a quelques années de ce concept fallacieux de l'ivoirité, etc. Bien entendu, quand il y a des divisions qui sont là, qui sont manifestes, c'est un lit pour toutes sortes d'abus, toutes sortes de... à partir du moment où il y a une fracture sociale. Et donc c'est là que la République elle est importante. C'est là qu'un État doit rester fort, assurer un maillage territorial, assurer, se me dire, moi j'ai l'habitude de le dire, quand la République est absente, mais les citoyens vont retrouver sa trace. Comment ils font pour retrouver sa trace? C'est-à-dire qu'en ce moment-là, ils utilisent leurs propres, comment dirais-je, leurs propres moyens. Et les propres moyens souvent se transforment en milices au Mali ou au Burkina Faso, en milices privées ou bien en groupes qui font allégeance d'abord à leur propre côte ou qui s'organisent pour se défendre contre d'autres communautés parce qu'il y a cette haine-là qui est attisée, qui est là, qui est manifeste. Donc, on a beaucoup de problèmes en Afrique. Beaucoup de problèmes en Afrique. Le Cameroun aussi en a, beaucoup de problèmes, évidemment. Abderrahim, c'est vrai qu'on l'a souligné tout à l'heure, on a l'impression, au vu de ce qui se passe au Cameroun, parce que, évidemment, cette crise anglophone continue de plonger un petit peu le Cameroun dans une zone de confort très sombre. Et on a l'impression qu'en fait, l'aspect sécuritaire, c'est pas un enjeu pour le Cameroun aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas vraiment de réels efforts qui ont été installés dans ce sens-là. Le président Paul Biya disait en 2014, il annonçait solennellement entrer en guerre contre Boko Haram. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus l'inverse. C'est beaucoup plus Boko Haram qui est rentré en guerre contre le Cameroun. Pourquoi le Cameroun n'est pas aussi dans cette idée, à l'image du Mali, là, dans la première partie, de solliciter, par exemple, une force de sécurité extérieure, étrangère? Bon, déjà, ce qu'il y a de pouvoir mentionner, M. Régis, c'est de dire une chose, que la guerre contre le terrorisme, je l'ai déjà dit une fois, que ce n'est pas une guerre tout simplement militaire, c'est une guerre asymétrique. Prenons en considération cela, lorsqu'on va en guerre contre un État, contre une idéologie terroriste, on ne va pas pour contrecarrer un groupe qui a un mode opératoire très varié et asymétrique. Ça veut dire que Boko Haram n'a pas un mode bien défini d'aller en guerre. C'est-à-dire deux forces belligérantes qui essaient de... Non, belligérantes, non, ce n'est pas le cas. C'est-à dire ils utilisent tous les moyens possibles, idéologiquement parlant, pour embobiner les jeunes. Ils recrutent beaucoup de jeunes. Oui, bien sûr, en ayant un discours qui est beaucoup plus confessionnel, mais ce n'est pas le cas, parce que ça va m'amener à mettre en évidence une nuance très importante, M. Régis, c'est de dire qu'attention, toute violence confessionnelle n'est pas une violence religieuse et toute violence religieuse n'est pas une violence interconfessionnelle. Elle est importante cette nuance. C'est très important de concevoir à ce niveau. À ce titre, pour pouvoir aller en guerre contre ce groupe, si vous voulez, ou cette idéologie, ou bien cette secte, comme on l'appelle, Boko Haram, il faut déployer déjà, sur le plan, je suis d'accord, je partage votre avis déjà, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan sécuritaire. Maintenant, mais plus loin, parce que à quoi aurait servi tout simplement de pouvoir estomper, si vous voulez, l'entrée de Boko Haram si on ne prend pas en considération les anciens ou les détenus? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi il faut encore pousser les réflexions pour dire attention, il ne faudrait pas juste se limiter à cela, il faut mettre en place un programme de réinsertion. Et c'est pourquoi je salue quand même, je salue à ce moment les moyens mis en place aussi bien au Cameroun qu'au Nigeria. Parce que le Cameroun a mis en place un centre d'armerie, je crois, non loin juste de la frontière nord-est avec le Nigeria, un centre de réinsertion des combattants terroristes, bien sûr. Les anciens terroristes, il y a un centre d'incubation, de réinsertion professionnelle et après, on leur donne la possibilité d'aller à ces anciens détenus, d'aller par exemple pour exercer. Au Nigeria, on a connu la même chose. L'ONG a eu à faire quelque chose de très important. Dans l'état de Maïdougouri, dont on connaît déjà tout ce qui s'est passé là-bas,
a essayé de reconstruire les maisons qui étaient détruites par les insurgés et a fait appel à tous les ressortissants des revenus. Donc ce sont l'ensemble des points. Je le dis, ce n'est pas efficace parce que s'il faut lutter contre le terrorisme, il faut mener une lutte au début. Donc avant déjà, c'est ce que j'appelle, il ne faut pas une lutte de réaction, mais une lutte de prévention. Premièrement, après, il faut redéployer avant qu'il n'y ait des conséquences ponctuelles, matérielles sur le terrain des forces sur place. Deuxièmement, et la troisième phase, c'est la phase de réinsertion de ces anciens. Donc, ce sont les trois phases qu'il faut prendre en considération pour aller en guerre contre le groupe terroriste. On parle justement, c'est un point intéressant, mon cher Abdelrahim. Mon cher Souleymane, je viens à toi. Alors, on a parlé évidemment de tous ces aspects pour éviter, on va dire, pour aller en guerre contre cette idéologie qui est Boko Haram. On prend le cas du Nigeria. Le Nigeria a eu des enlèvements. On n'a pas de Chibok et d'autres enlèvements. Il y a beaucoup d'enlèvements au Nigeria. Ces jeunes filles sont en général libérées par cette secte Boko Haram. Après, évidemment, les négociations. Alors, le dialogue, on a souvent sur le continent, qu'on entend certains chefs d'État, c'est on ne dialogue pas avec les terroristes. Mais pour autant, au Nigeria, on a l'impression que ça marche. Est-ce que c'est la solution aussi, c'est ça? Au-delà évidemment de ce que notre ami Abdelrahim a eu à souligner, c'est de pouvoir aussi écouter, dialoguer avec eux pour voir évidemment quels sont les terrains d'entente ou pas. Mais vous savez, votre question, vous savez pourquoi elle est intéressante? C'est parce que on est dans une ère asymétrique, il l'a très bien souligné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le terrorisme ou l'extrémisme, il a un visage d'imprévisibilité. Ouais. C'est-à-dire, ce que cherchent ces terroristes, les groupes terroristes, c'est de choquer le monde entier. C'est de faire mal. Et lorsqu'ils cherchent à choquer ou faire mal, ils utilisent parfois des moyens dérisoires. C'est-à-dire, si on attend à ce qu'une armée vienne avec des armes sophistiquées, mais ces gens-là peuvent venir. Et on l'a vu sur des scooters. Des Jakarta. Des Jakarta et attaquer. C'est-à-dire que s'ils attaquent des symboles, ils attaquent à des moments très importants. C'est pourquoi la prévention est fondamentale. C'est comme il disait tout à l'heure. La prévention dans la lutte contre le terrorisme, elle est fondamentale. Et cette prévention-là, elle n'est pas uniquement militaire. Elle est sociale, elle est économique, elle est aussi sur le renseignement. Mais c'est surtout, elle est communautaire. C'est pourquoi ce dialogue-là est important. Si on entend, par exemple, l'État français dire que même si, je veux dire, officieusement, on sait que l'État français paye des rançons, c'est-à-dire que les gens le disent, mais officiellement, le discours du gouvernement français, c'est qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Mais nous, chez nous, en Afrique, on négocie avec tout le monde. Ouais, comme on dit, on avait l'abrapalabre. Absolument. Voilà. Et ce grand arbre à palabre-là doit être subtil, doit progresser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'exclut pas en Afrique. On donne une seconde chance. Et donner cette seconde chance-là, c'est-à-dire que ces gens-là, même s'ils sont des pestiférés, même s'ils sont des gens qui ont commis des exactions, qui ont commis des crimes. Ouais, ils ont des choses à dire. Ils ont des choses à dire. Oui. S'ils peuvent revenir, si on peut les récupérer, on peut le faire. Cela ne signifie pas qu'on ne va pas faire appliquer le droit ou la justice. On va les récupérer. Bien entendu, ils vont payer leur dette à la société. On va les réinsérer. Ils vont être utiles. Ça, c'est important. Mais si aujourd'hui, maintenant, les récalcitrants ou les téméraires ou les récidivistes, on va les combattre, ça c'est sûr. On va les isoler, etc. Mais ceux qui peuvent être récupérés, ceux qui peuvent se départir de cette idéologie-là, surtout que la plupart, comme je le disais tout à l'heure, tombent dans ces idéologies-là à contre-cœur, contre leur gré. Parce qu'ils sont dans des situations précaires, parce qu'ils ont subi un lavage idéologique, parce qu'ils ont été endoctrinés, parce qu'ils ont été forcés. On voit aujourd'hui dans des zones où des populations entières sont en train de protéger des groupes terroristes parce qu'on voit que l'État est absent. Oui, parce que comme on le dit souvent, en général, le terrorisme, même, il est d'abord interne, comme vous l'avez dit. D'abord, c'est ces populations qui manquent du pain dans l'assiette. Mais en Algérie, entre les années 90 et 2000, la stratégie la plus importante que les groupes terroristes ont utilisée, c'est la stratégie de la graduation. C'est-à-dire qu'aller vers le bas, aider de manière concrète les populations dans leurs demandes sociales au quotidien. Ils ont besoin d'être éduqués, ils ont besoin d'être soignés, etc. Mais si on arrive à prendre en charge ces besoins-là, mais les gens sont, je veux dire, reconnaissants. Exactement. Et mon cher Abdelrahim, alors le Nigeria et le Cameroun se focalisent généralement sur les atrocités commises par les insurgés et non
par les forces gouvernementales qui les combattent. Est-ce que le Nigeria et le Cameroun n'ont pas une vision un peu biaisée de la lutte contre Boko Haram? Oui, écoutez, lorsqu'on prend par exemple, lorsque vous avez un bilan de 357 000 morts, par exemple, en civil, là ce sont les civils autant du côté du Cameroun qu'au du côté du Nigeria. Plus spécifiquement, il s'agit de 350 000 civils, pertes civiles au sein du Nigeria et 7 000 au sein du Cameroun. Je ne parle pas de plus de 2 millions de déplacés durant cette période entre la frontière, que ce soit au Nigeria ou au Cameroun. Et il y a quelque part une question fondamentale qu'il faudrait se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on pointe véritablement du doigt la question terroriste? C'est là la question. Est-ce qu'on est conscient aujourd'hui des conséquences que cela pourrait entraîner pour la population et les peuples d'un côté comme de l'autre? C'est pourquoi oui, je suis d'accord avec vous, monsieur Régis, que soit on le prend de manière assez superficielle, soit c'est le manque des moyens nécessaires pour pouvoir redéployer. Parce qu'encore, c'est très important. Lorsque vous avez une superficie aussi grande que le Cameroun ou bien le Nigeria, il y a de quoi s'interroger, quelle qu'en soit la forme, que ce soit un État fédéral ou un État unitaire, quelle qu'en soit la forme, il faut dire que les ressources ne peuvent permettre de renfermer si et seulement si on ne travaille pas, les États ne travaillent pas dans une synergie. Je l'avais dit une fois quand j'ai eu la chance d'intervenir par rapport à la lutte contre le terrorisme, j'ai dit attention, le Cameroun doit faire appel autant au Tchad, autant aux puissances africaines, aux puissances africaines déjà, parce que je suis très d'accord, parce que la conception du terroriste, j'aimerais qu'elle soit également définie, si vous voulez, par rapport au contexte africain. Parce que les réalités du terrorisme, par exemple, de Boko Haram en tant que groupe terroriste, diffèrent des autres réalités. Même si on prend l'idéologie, dans les faits et dans les causes, ce ne sont pas les mêmes causes et les mêmes faits qui donnent les mêmes résultats. Ce n'est pas la même chose. Alors, plutôt que de prendre juste le terrorisme comme étant une secte idéologique par l'imposition des charia islamiques, non, il faut prendre peut-être le terrorisme tant comme une insurrection politique, sociale, mais également le terrorisme de l'autre part comme étant une revendication. Voici un peu ce dont j'aimerais mettre en évidence. Alors, mon cher Souleymane Diop, un prochain sommet axé sur les stratégies de lutte contre Boko Haram est en prévision. À quoi faut-il s'attendre? Écoutez, ça me rappelle le fameux sommet de Pau, du sommet durant lequel le président français disait qu'il faut décapiter le terrorisme. Et moi, à l'époque, j'ai dit, mais comment décapiter une idéologie? Une idéologie, on ne la rencontre pas de manière matérielle. Une idéologie est internée, logée dans les consciences, logée dans les communautés. C'est pourquoi, d'accord, c'est très bien si on fait un sommet. Mais d'abord, est-ce que ce sommet va se faire en Afrique? C'est la première chose. Oui. Parce que c'est une problématique africaine. Et c'est surtout que ce n'est pas la première fois. Je veux dire, il y a déjà eu des sommets sur des stratégies. Ensuite, la seconde chose, je le disais, les États ont le temps. Nous avons maintenant, l'autre chose, c'est que est-ce que les États sécrètent les solutions qu'il faut? Et c'est ça. Et ces solutions-là, elles sont multiples. Elles sont militaires, elles sont économiques, elles sont sociales. Mais surtout, je veux dire, elles doivent prendre naissance d'abord et être projetées ensuite au niveau des communautés. C'est fondamental. Il faut qu'on s'associe avec tous les acteurs de la communauté, à tous les niveaux, que ce soit les chefs de quartier, que ce soit les leaders religieux, etc. Pour moi, la solution doctrinale peut être importante contre le radicalisme en Afrique de l'Ouest. C'est fondamental. Justement, nous arrivons au terme de cette émission, les amis, ça allait très vite, évidemment. Nous remercions Thierno Souleymane Diop Niang, vous êtes spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Nous remercions également Abdelrahim Oumar, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Medi 1. Et c'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur Medi 1. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.